Ça avait l'air un petit peu broche à foin. Yasmine Abdel-Fadel. On peut pas être un chef à temps partiel. Moi, ce qui me dépasse, c'est que le dossier, là, il est pas nouveau depuis une semaine. Marc-André Leclerc. Il n'a pas de règles. Et ça, quand il n'y a pas de règles... La rencontre. Il va falloir s'accrocher à quelque chose qui est ancré dans la réalité des Québécois. Non, mais elle a dit, c'est irréprochable. Hein? Sa gestion est irréprochable. Il faudrait qu'il sourie, qu'il a l'air plus occupé. Ah, mais Yasmine, attends, là, on a la moitié du bouclier, là. C'est exactement ça. La rencontre. Abdel-Fadel Leclerc. On attendait avec impatience le dépôt de la 4e offre du gouvernement du Québec. Sonia Lebel, donc, qui a annoncé une augmentation de 10,3 % sur 5 ans, en plus d'un bonus de 3 % pour certaines catégories d'emplois. Ça n'a pas été très, très long que le Front commun a sorti massivement en étant vraiment frustré là, de cette proposition-là. Salut Marc-André. Bonjour Alexandre. Ce sera toi et moi pour l'épisode d'aujourd'hui. D'abord, qu'est-ce que tu penses de cette proposition-là de la part du gouvernement? Est-ce que 10,3 % sur 5 ans, est-ce que c'est un réel effort de faire débloquer les négociations? En partant, Alexandre, il faudrait peut-être que le gouvernement et les syndicats s'entendent sur les chiffres. Là, parce que le gouvernement, lui, il arrive... C'est un peu tannant parce que lui arrive, lui met tout. Là. Le gouvernement met tout, puis là, des bonus, puis tout ça. Puis, fait que là, lui, il arrive à proche de 15, puis les syndicats nous disent 10,3. Moi, je pense que il y a un problème au niveau stratégique pour le gouvernement. Mercredi matin, François Legault, devant son bureau, parle aux syndiqués, on va voir la 4e offre, on fait ça dimanche. Ben là, moi, je me dis, pourquoi on fait ça dimanche? Puis on avait parlé ensemble récemment. Puis là, pourquoi dimanche? Mais y a-t-il une raison? Mais non, il n'y a pas de raison. Le gouvernement a fait un choix que c'était dimanche, le 29. Fait qu'il a fait son offre là. Mais pendant 4 jours, là, il se crée une espèce de « Oh, OK, ça va être quoi? Ça va être quoi la 4e offre? » Une espèce d'attente. Il me semble que quand tu as une offre, dépose-la. Fait que tu évites cette période-là d'attente. Puis même, il y a des gens qui disent hey, « Est-ce que ça va permettre d'annuler les journées de grève du 6, du 8, du 9 novembre prochain, ben là, on le sait, là, on a la réponse. Non, il va y avoir des grèves le 6, 8, 9. Mme Lebel dit ils réagissent rapidement, mais c'est sûr qu'elle allait le faire. On est encore très loin, là. Je veux dire, si on prend le 10,3 versus le Front commun qui demande 21-22 % sur 5 ans, on est extrêmement loin, là. Par rapport aux demandes présentement. Et ça fait en sorte que, pour moi, hier, Alexandre, là, c'était comme la confirmation qu'il va y avoir une grève générale illimitée au Québec. Je ne vois pas, même si Mme Lebel a dit « je veux régler ça avant les fêtes », même si ce matin, il neige dans plusieurs régions du Québec. Il reste encore, un mois et demi avant Noël, mais je vois pas comment ils vont être capables de régler ça là, en si peu de temps. Marc-André, moi, ça fait longtemps que j'ai arrêté de croire au Père Noël. Puis lorsqu'on me dit « Ah oui, on souhaite régler avant les fêtes », bonne chance. Non, mais honnêtement, elle s'attendait à quoi? Mme Lebel, en déposant cette offre-là? Moi, j'ai parlé là, dans les heures précédant le dépôt de cette offre-là avec Magali Picard, la présidente de la FTQ. Puis là, j'avais demandé, Marc-André, est où la barre? Mettons là, pour faire bouger les choses, là, est où la barre? Ben, en bas de 18, 19, 20 %, il n'y a rien qui va changer. Alors là, Mme Lebel arrive avec 10,3 %. Est-ce qu'elle s'attendait réellement à ce que le Front commun dise « Ah, ben parfait, avec 10,3 % parfait. On a notre gang qui est crinquée, qui est mobilisée, qui a voté à 95 % en faveur de mouvements qui peut aller jusqu'à la grève générale illimitée. Mais on va tout mettre ça sur pause, il n'y a pas de problème. » Non, mais Alexandre, c'est une pièce de théâtre. Là. Je veux dire, Mme Lebel, elle n'est pas surprise. Là. Je veux dire, je peux pas croire, c'est une femme extrêmement intelligente, on l'a vu dans sa carrière. Elle n'est pas surprise, elle sait très bien qu'en faisant cette offre-là, que ça n'allait pas passer comme une lettre à la poste. Puis, tu sais, Madame Lebel, là, dans ses entrevues hier, là, elle prend le cas d'une infirmière, bachelière, à l'urgence, la fin de semaine, à temps supplémentaire, elle a dit, elle gagne 137 000. Ouais, mais là t'as pris, tu sais, t'as comme tout additionné. T'as gonflé ça, là. T'as gonflé ça pour arriver au plus gros salaire. On peut-tu juste nous dire, par exemple, un exercice que je ferais là, si j'étais le gouvernement, c'est dire, voici ce qu'une infirmière qui travaille 40 heures semaine, là, de 8 à 5, de 8 à 4, là, peu importe, combien qu'elle gagne, puis combien qu'elle va le gagner suite à notre offre. Là. Je veux dire, à un moment donné, ça donne rien d'essayer de gonfler puis de dire l'infirmière bachelière qui travaille un jour impair, la nuit, à l'urgence. Les soirs de pleine lune. Quand il y a plus... Puis les soirs de pleine lune, quand il y a plus que 10 patients en même temps sur une civière. À un moment donné, là, t'additionnes tout ce que tu peux additionner pour arriver à la fin et dire, voici un gros chiffre. C'est sûr que tu dis, mon Dieu, l'infirmière qui gagne 137 000, c'est beaucoup.
Oui, mais là, tu es en train d'additionner tout ce que tu peux. Fait que ça va prendre un peu. On n'est pas des poignées de porte, là. T'sais, on est intelligent. Faites juste donner les vrais chiffres. Combien quelqu'un gagne actuellement, combien il va gagner suite à votre offre. Après ça, la population va être capable de juger la hauteur de l'offre, là. Tu parles de la population. Moi, j'ai hâte de voir parce que actuellement, l'opinion publique est très favorable au Front commun. Mais est-ce que ça va changer? Est-ce que l'aiguille va changer, par exemple, après 1, 2, 3 journées de grève, lorsque les parents, par exemple, vont avoir leur petit chérubin à la maison parce que les écoles seront fermées, parce que si, par exemple, je sais pas moi, dans les établissements de santé, oui, il y a des services essentiels qui doivent être maintenus, mais Marc-André, ça va tourner au ralenti dans bien des départements aussi. Puis est-ce que les Québécois sont prêts à mettre de l'argent dans leur poche, parce que Sonia Lebel dit, regarde, là, j'ai mis 1 milliard de plus sur la table. Ben, ce milliard-là, c'est toi, moi, c'est les gens qui nous écoutent qui vont le payer en bout de ligne. Oui, puis là, on coupe. Moi, je suis bien pour la cause des syndicats, puis les employés méritent de gagner plus, mais après ça, on coupe où, là? Tu sais, maintenant, là, je veux dire, la tarte, là, tu peux la diviser, mais tu la multiplies pas. Fait que là, il faut se diviser la tarte avec toutes les demandes qu'on a, le transport, l'éducation, la santé, puis toutes les fonctions de l'État. Fait que ça, oui, est-ce que c'est quand même 1 milliard qui est récurrent? C'est pas juste dire, tu mets 1 milliard là, puis c'est fait mais c'est 1 milliard à chaque année que tu additionnes pour plusieurs années, là. Bon, comment vont réagir les parents? Pour le 6 novembre, là, comme des milliers, peut-être des millions de parents au Québec, j'ai reçu le courriel sur les directives. Fait que ça, c'est, tu sais, l'école pour nous, mes filles, ça reprend à 12h45. On fait pas d'école le matin le 6, on reprend à 12h45. Faut aller porter les enfants à l'école, il n'y a pas de transport scolaire. Les enfants reviennent à la maison, transport scolaire en fin de journée ou au service de garde, il n'y a pas de service de garde le matin. Fait que, tu sais, pour le 6, là, tu sais, je pense que ça gère. Là, après ça, je pense que si on tombe en grève générale illimitée, moi, au début de la pandémie, Alexandre, avec mes 2 filles là, qui étaient beaucoup plus jeunes à l'époque, là, mais j'ai passé 8 semaines là, en télétravail à la maison avec les enfants, avec moi. C'est sûr, j'ai pas comme le goût de revivre ça nécessairement là, dans les prochains mois. Là. Je les aime beaucoup, là. Ben oui, pas une seconde. Marc-André, un qui a sauté sur l'occasion, c'est le co-porte-parole de Québec solidaire, Gabriel Nadeau-Dubois, qui est allé de cette publication-là sur le réseau social X. Je te fais entendre. Bonjour! Ah, c'est les dirigeants des sociétés d'État. Ah, ben si c'est pas les députés de l'Assemblée nationale. Ah, c'est les travailleuses du secteur public. Ben, désolé, il reste plus rien. Donc, c'est un petit clin d'œil à l'Halloween. Des gens cognent à la porte. Gabriel Nadeau-Dubois a un plat de bonbons et là, généreusement en donne aux 2 premiers qui viennent cogner. Et là, ben, le 3e, c'est syndiqué puis il en reste plus des bonbons. Plus de bonbons. Mais également, pour les partis d'opposition, c'est quand même un dossier qui est quand même un peu facile, entre guillemets, parce qu'eux, ils offriraient quoi, là? Ils donneraient tout au Front commun. C'est facile aussi pour l'opposition de se positionner quand c'est pas toi qui as à négocier. Marc-André, c'était le Conseil national du Parti québécois. Oui. On a beaucoup parlé d'éducation, on a beaucoup parlé de financement aussi des écoles privées. Paul Saint-Pierre Plamondon est revenu un peu sur les propos de François Legault là, à propos là, du Québec souverain, du budget de l'an 1 du Québec. Et interpelle François Legault lorsqu'il a parlé de sacrifices à faire pour la souveraineté du Québec. Il veut savoir quels seraient les sacrifices dans l'esprit de François Legault. Et surtout, Paul Saint-Pierre Plamondon ne lui parle pas de sacrifices, parle plutôt d'un engagement social, de motivation. Des gens vont même faire du bénévolat pour la cause, Marc-André. Oui. Les gens, écoute ça, j'ai sorti la citation parce que là, en 2023, je suis pas sûr, le bénévolat. Les gens, ça va leur faire plaisir de donner du temps bénévolement. Il va y avoir une effervescence, on peut appeler ça du travail, mais je ne vois pas ça comme un sacrifice pour autant. Ça va se faire spontanément parce que ça va être la fierté qui remplace la peur. Travailler avec fierté, moi, je le fais quand je fais mon sapin de Noël. Bon, tu vois, la souveraineté, c'est comme un sapin de Noël. Beau, même combat. Non, mais tu sais, M. Saint-Pierre Plamondon, depuis une semaine, il y a beaucoup de lunettes roses là, par rapport à, tu sais, ça va arriver, budget de l'an 1, tout va être beau, il n'y aura pas de turbulence, la transition va se faire. Puis là, hier, là, il a rajouté une bûche dans le poids. Là. Et là, les gens, là, une bûche de Noël. Après leur 8 une bûche de Noël. Après leur 8 à 4, ils vont venir faire du bénévolat pour s'assurer de la transition. Un mané, là, pousse pas trop fort, mets pas trop de cassonade dans ton café. Là. Un mané, c'est trop, là. C'est trop présentement. Là. Oui, c'est vrai, monsieur. Puis, je donne sur le premier point de son argumentaire, là, il relance M. Legault. Là, il dit,
C'est quoi les sacrifices? Ça veut dire quoi? Quel sacrifice? Fait que là, aujourd'hui, demain, M. Legault va arriver, puis là, les journalistes vont dire quoi? M. Legault, c'est quoi les sacrifices? Fait que là, M. Legault, ce matin, là, préparez-vous une réponse. Là. Mais aussi, il faut que tu prépares une réponse pour clore le débat. Parce que M. Legault, tu ne veux pas traîner ça. Là, il dit sacrifice. Là, il donne un exemple. Fait que là, après ça, on est dans le sous-exemple. Puis là, explique-toi. Puis là, il va être encore pris là-dedans par une semaine. Puis là, Paul Saint-Pierre Plamondon, il va dire hey, j'ai gagné. Là. Tu sais, on est encore en train de parler de la souveraineté. Puis là, Legault, qui n'est pas à l'aise dans son rôle de capitaine Canada. Fait que M. Legault, vous doit trouver une réponse qui peut encapsuler rapidement pour lui d'essayer de passer à autre chose. Mais là, est-ce qu'on va passer la semaine sur les sacrifices qu'un Québec souverain ferait? C'est sans doute pas l'objectif de François Legault ce matin. Là. Non, parce que Paul Saint-Pierre Plamondon, la semaine dernière, a gagné la semaine parce qu'il a occupé pratiquement l'ensemble de l'espace médiatique avec le budget de l'an 1 et toutes les réactions qui ont suivi. Politiquement parlant, ça a été quand même habile. Oui, c'est habile, mais on voit également comment gérer un parti, c'est pas évident parce que sur tout le dossier de l'éducation, par rapport à samedi matin, dire oui, le privé, c'est correct, puis le privé doit vivre dans le milieu d'éducation. Là, il s'est fait dire par ses membres, mais non, il faut pouvoir mettre fin au privé. Ils n'ont pas donné de période de temps. Là. Il y avait une résolution de 5 ans, 6 ans, Pascal Bérubé est allé au micro, mais gouverner, c'est ça aussi. Tant que M. Saint-Pierre Plamondon va dire souveraineté, 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 dans ses troupes, ça va bien aller. Parce que les gens qui sont au PQ, les gens qui vont arriver au PQ, c'est des gens qui croient vraiment à la cause souverainiste puis à l'indépendance du Québec dans un... Mais là, après ça, il faut que tu parles de tes propositions parce qu'il faut que tu gagnes en 2026. Il faut que tu formes le gouvernement pour faire un référendum. Fait que là, qu'est-ce qu'il va dire en éducation? Qu'est-ce qu'il va dire sur la santé? Qu'est-ce qu'il dit sur l'environnement? Qu'est-ce qu'il va dire sur le transport? Ah ben là, les gens également vont écouter. Là. Et M. Saint-Pierre Plamondon, lui, va avoir intérêt à rester camper sa souveraineté puis dire que c'est le seul enjeu qui est important. Mais la vie fait en sorte qu'il va devoir déposer une plateforme ou qu'il va devoir parler de l'ensemble des enjeux. Et c'est là, probablement, que ça va être peut-être plus difficile, même au sein de ses troupes, à lui, au sein du PQ. Là. Québec solidaire tenait, Marc-André, à Trois-Rivières, un débat chez les co-porte-paroles féminines, celles qui aspirent, en fait, à occuper cette fonction-là. Tu y étais, t'es allé faire un tour. Ce qui a retenu l'attention, entre autres, c'est une des candidates, Christine Labrie, qui s'est montrée très critique envers sa formation politique. Qu'est-ce que tu as pensé du débat? Puis est-ce que, selon toi, le parti a des gains à faire là, à l'extérieur, par exemple, de certains quartiers de Montréal? Est-ce que vraiment le parti va pouvoir parler aux gens des régions, entre autres? Mais en fait, Alexandre, c'était pas un débat. Là. Je veux dire, c'était une discussion polie entre 3 candidates qui pensent la même chose là, sur tous les enjeux. Ah, je veux dire, ça c'était. Oh non, c'était pas un débat. Là. On était loin de Pierre Poilievre puis Jean Charest. Là. Je veux dire, également la disposition de la salle, tout ça, c'était très poli. Probablement les mots qu'on a entendus le plus souvent, c'est « Je suis d'accord avec toi, Émilie. Je suis d'accord avec toi, Ruba. Je suis avec toi, d'accord. Je suis d'accord avec toi, Christine. » Là. On était vraiment dans « Je le suis en accord ». C'est vrai que Christine Labrie s'est montrée le plus critique. Il faut enlever notre image de péteux de nuages, il faut arrêter les gens sur l'environnement, de leur dire qu'ils sont pas corrects dans leur comportement, qu'on doit changer notre langage de fiducie foncière, tout ça. Christine Labrie se montre comme étant, elle, la plus critique. Mais au niveau des idées, là, les 3 ont les mêmes idées. C'est juste après ça une question d'approche. Mais il faut penser, Alexandre, pour Québec solidaire, tu cherches pas un chef ou une chef. Tu cherches un co-porte-parole. Donc, porter la parole. Et moi, c'est de cet angle-là que j'ai regardé le débat hier. Selon moi, Ruba Gazal, Émilie Zessarterien, c'est des meilleures communicatrices. C'est des meilleures porte-paroles. On sent que Mme Labrie est en tête. Présentement, on sent qu'elle est appuyée par, plus de députés du caucus. Puis également, on sent que dans le Québec solidaire, les gens l'apprécient beaucoup, mais je regardais, j'étais dans la salle quand je regardais les applaudissements. Des fois, tu essaies de te fier un peu aux applaudissements, mais ça applaudissait autant pour Ruba Gazal, autant pour Émilie Zessarterien, autant pour Christine Labrie. Là. Et c'est un vote qui est préférentiel. Donc, chaque membre, au mois de novembre, à Gatineau, va voter 1, 2, 3. Et là, c'est ça le jeu. Là. Ça va être impossible, je pense, pour une des 3 candidats d'avoir 50% plus 1 au premier tour. Ce qui fait en sorte que celle qui va terminer en 3e, on va faire un petit jeu de mathématiques, puis ces 2e choix vont devenir des premiers choix, et c'est là que ça va se passer. Et je pense que Mme Gazal, qui est très, très combative hier,
va probablement peut-être se faire jouer un tour là, du fait qu'il y a 2 candidats qui sont de l'extérieur de Montréal. Puis on sent, là, vu que M. Nadeau-Dubois vient de Montréal, qu'on veut avoir quelqu'un de l'extérieur de Montréal. Donc, Christine Labrie le fait également qu'elle est députée. Hein, et ça, Ruba Gazal a joué souvent avec Émilie Lessard-Terrien de l'importance d'avoir une co-porte-parole élue au Salon Bleu, à l'Assemblée nationale. Parce Et qu'Émilie ça, Lessard-Terrien a perdu son siège. Elle a perdu. Et là, Mme Lessard-Terrien disait une victoire historique en 2018. Elle nous parlait peut-être un petit peu moins de 2022. Donc ça, c'est peut-être là un embûche pour Mme Lessard-Terrien. Merci beaucoup, Marc-André, pour la discussion. Merci, au revoir.